Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 5 de Tranche de de couple. couple. Et oui, après nous être comme chaque année demandé si on allait repartir pour une saison de plus, tergiverser, se dire qu'on va laisser passer l'été et puis en reparler et se dire que finalement on prend vraiment du plaisir à vous proposer ces 30 minutes tous les 15 jours. On rempile donc pour une saison de plus. On prépare tous les deux et Max est notre super technicien qui chaque semaine enregistre, mixe et monte ce podcast pour continuer à vous faire aimer ce format. Du coup, c'est reparti et comme d'habitude, il a fallu trouver un titre. Ça peut sembler un peu banal, mais en réalité, c'est toujours quelque chose de difficile. Pour être original, il ne faut pas que ce soit un titre qu'on a utilisé dans les saisons précédentes, qui soit lié à ce dont on va vous parler, etc. Guillaume est quand même celui qui a le plus d'idées pour trouver des titres accrocheurs et en phase. Ça ne nous empêche pas de nous engueuler à chaque fois qu'on doit chercher un titre, mais on finit toujours par tomber sur un compromis. Alors, ce premier épisode, Guillaume, on a choisi de l'appeler comment ? Eh bien, on va l'appeler démarrage en trombe. On va le voir. Ça peut être aussi démarrage en Trump ou alors démarrage en Thierry Breton. Enfin, on y reviendra. Ou démarrage en Tesla. Ah non, pas en Tesla. Mais on y reviendra dans le podcast. Alors, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou en cette rentrée sur Facebook ou Twitter pour commenter l'épisode et nous dire ce que vous auriez envie qu'on traite dans un prochain épisode. Et surtout, partagez cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer cette tranche de vie tous les 15 jours. On commence, comme d'habitude, ce podcast par la rubrique Actu. Et Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui traites de l'actu européenne. Absolument. Tu vas nous parler de TikTok. C'est un premier sujet européen pour cette nouvelle série d'épisodes de tranches de couple. On va revenir sur le TikTok Gate et sur l'encadrement des réseaux sociaux par la Commission européenne. On vous avait parlé en effet lors d'un de nos derniers épisodes de la saison 4 du TikTok Gate qui avait conduit un certain nombre d'institutions et d'entreprises privées et publiques à bannir la plateforme des smartphones professionnels de leurs employés et à déployer force propositions pour l'interdire également sur leurs réseaux Internet locaux suite à des craintes venues notamment des USA qui, pour donner l'ensemble de l'image, sont, on le rappelle, en froid avec la Chine, dont une entreprise est propriétaire de TikTok. Ces entreprises et ces institutions accusaient donc TikTok de ne pas protéger suffisamment ses utilisateurs et surtout leurs précieuses données. Visé directement par le commissaire européen Thierry Breton, mi-juillet, qui jugeait des changements peu signifiants pour la plateforme au cours des derniers mois, suite au TikTok Gate notamment, TikTok permet désormais de désactiver les recommandations personnalisées pour lutter contre l'addiction que peut provoquer la plateforme. D'autres modifications visent à faciliter le signalement des contenus légaux et, plus significatif, à interdire la publicité pour la tranche d'âge 13-17 ans. Je suis sans doute un peu naïf, mais qu'est-ce qu'on fout sur TikTok à 13 ans ? Ça me laisse perplexe. Bref, je n'ai pas d'enfant. La plateforme a donc, comme certaines de ses grosses concurrentes, traîné longtemps pour mettre en place ses recommandations jusqu'à début août. Il faut savoir que le 25 août dernier est en effet entré en vigueur le DSA, Digital Services Act, règlement européen pour les services numériques, mis en place par la Commission pour lutter contre les abus des grandes plateformes. Et quand on entend par grandes plateformes, plus de 45 millions d'utilisateurs. On va voir que ça a une importance. Et mieux armer les utilisateurs pour les aider à maîtriser ce qui est en fait leurs données, nos données finalement en ligne. Alors, dans cette grande plateforme, on a évidemment les GAFA, Google, Facebook, Instagram, mais on a aussi, plus surprenant, Amazon ou Zalando, qui ont toutes les deux contesté le fait que ce Digital Service Act s'applique à elles également, notamment parce qu'elles ne sont pas à proprement parler des réseaux sociaux, mais davantage des réseaux d'échange. Cependant, elles utilisent bel et bien nos données, et le Digital Service Act s'adresse à l'ensemble des entreprises qui partagent ou utilisent les données des utilisateurs. Le DSA instaure, entre autres, des obligations nouvelles comme proscrire la publicité ciblée en direction des mineurs, faire la chasse au contenu illicite et offrir plus de transparence sur leurs algorithmes.
L'exécutif européen s'appuie pour faire respecter ces mesures sur une équipe d'une centaine de personnes à mettre en parallèle avec le millier de personnes que Meta, Facebook et Instagram affirment avoir employées de son côté pour se mettre en règle vis-à-vis de ce DSA. Et des accords avec notamment Europol sur les questions de cybercriminalité. En cas de manquement, le DSA expose les plateformes à des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, voire un bannissement du marché européen. La menace ultime qui aura fait réagir jusqu'à Elon Musk, notre ami désormais possesseur de Twitter, maintenant X, je ne vais jamais m'y faire, qui a affirmé s'être soumis, tout comme Meta, Facebook et Instagram, à des tests soumis par la Commission pour vérifier la conformité de leurs nouveaux outils. On sait qu'Elon Musk a une fâcheuse tendance, en règle générale, mais notamment depuis qu'il a racheté Twitter, à faire fi des informations institutionnelles ou des recommandations institutionnelles. Et donc, on sera vraiment très curieux et attentif pour voir comment est-ce qu'il entend mettre ce qui est devenu aujourd'hui Twitter en conformité. Il n'aura pas le choix, surtout. Oui, c'est ça. Et il ne peut pas se passer probablement pour l'instant du marché européen pour sa plateforme qui, pour l'instant, on va pas se mentir, se porte quand même pas super bien avec toutes ces innovations. Les gens sont un peu perdus et je suis pas certain que son badge bleu fonctionne super bien. Mais enfin bref, c'est une autre question. Au niveau national, c'est sur les régulateurs que la Commission européenne compte, notamment via des accords entre la Commission et ses régulateurs pour faire respecter le règlement. Par ailleurs, étape on l'espère importante tant la modération est devenue une jungle sur ces réseaux, et notamment sur X, où c'est carrément le bordel depuis le rachat par notre cher Elon Musk. En février 2024, des signaleurs de confiance devront aussi avoir été labellisés dans chaque pays. Ce sont des organisations qui seront chargées de dénoncer les messages de haine en ligne, le harcèlement ou les arnaques. Ils verront leurs alertes traitées en priorité. Et on sait aujourd'hui, notamment en matière d'homophobie, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, mais de racisme aussi, que ces attaques sont multiples, régulières et très souvent ignorées par les plateformes. Elles auront les moyens d'écouter les victimes et de signaler les cas donc prioritairement. Pour la France, ce rôle sera assumé par la site gouvernementale Pharos, sur lequel, je vous rappelle, vous pouvez faire des signalements. Lorsque vous trouvez un contenu que vous considérez comme haineux sur Internet, vous pouvez envoyer le lien de ce contenu sur Pharos qui, dans la mesure du possible, prendra des mesures pour contacter Facebook. C'est donc quelque chose qui existe dans un sens aujourd'hui déjà, mais qui, cette fois-ci, sera d'autant plus fort que la Commission européenne aura mis toute sa puissance et toute la puissance des 27 États rassemblés autour de ce règlement dedans. Espérons donc que toutes ces mesures seront effectivement suivies des faits et que toutes les plateformes finiront par se mettre en conformité et par faire le ménage. Et effectivement, Guillaume, tu soulignes un point important, le fait que ça soit une réglementation européenne qui s'applique sur l'ensemble du marché commun, qui est quand même le plus gros marché dans le monde en fait. Et donc, l'importance que ces réglementations soient adoptées à l'échelle de l'Union européenne, qu'elles s'appliquent dans toute l'Union européenne de la même manière, pour éviter que en fait, la fragmentation finalement évite de se retrouver avec des applications très différenciées. C'est ça. C'est ce que je disais, c'est le poids des 27 États contre ces chères plateformes. Max, deuxième actu, on fait le tour de l'Atlantique, enfin on traverse plutôt l'Atlantique et on va parler de notre ancien sujet favori. Vous aviez suivi que dans notre saison 1, ça a été un des sujets centraux, notre saison 2 sans doute un petit peu aussi, je ne me souviens plus exactement, mais comme c'était fin 2020 qu'ont eu lieu les élections aux États-Unis, on va parler de Donald Trump. Aïe, 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 il nous avait manqué. Alors aujourd'hui, effectivement, on vous récap les dernières aventures de Donald Trump, enfin surtout ses déboires judiciaires qui, durant l'été, se sont alourdis. Alors on revient quelques mois en arrière. Oula. En mars dernier, vous vous en souviendrez peut-être, Donald Trump avait été inculpé par le tribunal de New York dans l'affaire dite de Stormy Daniels, une acteur pornographique qui l'aurait payé $130,000 juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale avec le candidat. Et comme toujours avec Trump, Et comme toujours avec Trump, c'est encore mieux quand ça ne sort pas de sa poche. La somme a donc été versée par la campagne et enregistrée comme frais juridiques, mais non déclarés dans les comptes de campagne comme cela est requis. L'inculpation porte donc sur une falsification comptable et le procès est prévu pour mars 2024.
Deuxième affaire, le 13 juin dernier, c'est un procureur fédéral, Jack Smith, qui annonce son inculpation pour avoir illégalement conservé des documents classifiés à son domicile en Floride après son départ de la Maison-Blanche en 2021, mais aussi d'avoir tout fait pour empêcher le gouvernement de récupérer ces documents. Alors dans cette affaire, ce ne sont pas moins de 37 chefs d'inculpation, dont certains sont passibles de 10 à 20 ans de prison. Alors sur les 37, 31 découlent de la rétention volontaire d'informations liées à la défense nationale en violation de l'acte sur l'espionnage. Espionnage Act. Vous imaginez bien, vu son nom, que c'est quand même un document qui pèse. Alors au total, il lui est reproché la détention non autorisée de documents classifiés, notamment portant sur des opérations militaires et des planifications militaires, mais aussi des programmes nucléaires, États-Unis, mais également d'autres pays, obstruction de la justice et fausses déclarations aux forces de l'ordre. Alors ici, on parle quand même d'une quantité énorme de documents. On parle de plus de 11 000 documents qui ont été gardés par Donald Trump, dont certains sont très sensibles et ont des niveaux de classification et de marquage très restreints. Alors Donald Trump n'a pas simplement conservé ces documents, il les a aussi montrés à des proches et à des visiteurs, comme l'a révélé le procureur dans l'acte d'inculpation, où il y a une transcription de certaines conversations où Donald Trump se vante que ces documents qu'il leur montre sont très classifiés, qu'il aurait pu, en tant que président, les déclassifier. Alors en fait, pas tous, il n'avait pas l'autorité de déclassifier tous ces documents, mais qu'il ne l'avait pas fait, donc de toute façon, ça ne rentre pas en jeu. Néanmoins, Donald Trump a plaidé non coupable dans cette affaire également et le procès est prévu pour le 20 mai 2024, mais il pourrait être décalé en raison d'un possible chevauchement avec un autre procès à suivre. Alors, troisième affaire... Ça démarre en trombe. Enfin, ça démarre. C'est pas vraiment le début des affaires pour lui, mais en tout cas, ça accélère. Sa rentrée va être chaude. Alors, Donald Trump a été également inculpé par le même procureur le 1er août dernier, cette fois-ci pour 4 chefs d'inculpation liés à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Vous vous souvenez, le 6 janvier, c'était le jour de la certification des votes des différents pays. En gros, le jour où était rendue officielle la victoire du président Biden. Alors, les 4 chefs d'inculpation sont conspiration contre les États-Unis par fraude, malhonnêteté et tromperie. Deuxièmement, conspiration en vue d'entraver une procédure officielle, en l'occurrence le décompte et la certification de l'élection par le Congrès le 6 janvier 2021. Troisièmement, obstruction d'une procédure officielle. Et enfin, conspiration en vue de porter atteinte aux droits des électeurs à ce que leur voix soit comptabilisée. Donc là aussi, il y a du lourd. Enfin, c'est le 14 août dernier que l'ancien président a été inculpé par le tribunal d'Atlanta en Géorgie avec 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump au secrétaire d'État de la Géorgie. Le secrétaire d'État, c'est celui qui est en charge des élections dans cet État. Et cet enregistrement, il a été rendu public. Alors, au cours de cet échange, Donald Trump a demandé à ce haut responsable local de trouver, entre guillemets, les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet État. Et d'ailleurs, Donald Trump ne nie pas ce coup de téléphone, il le considère comme exemplaire. Il juge simplement qu'il ne visait pas du tout à influencer le résultat des élections, mais bien d'encourager le secrétaire d'État en charge des élections de regarder un peu plus attentivement s'il n'y avait pas eu de fraude, et donc de ne pas comptabiliser certains bulletins, et puis de trouver miraculeusement ces 12 000 bulletins qui lui manquaient. Alors la raison pour laquelle ce procès au pénal est très important, et l'accusation est combattue très vivement par Trump, est que puisqu'il s'agit d'une affaire qui est jugée au niveau d'un État, l'État fédéral n'a pas autorité sur son résultat. Et donc, même si Trump venait à gagner les élections ou qu'un futur président républicain voulait le gracier, il n'en aurait pas l'autorité, et il n'aurait pas non plus l'autorité finalement de faire arrêter les poursuites, alors que quand il s'agit d'une affaire au niveau fédéral, c'est le département d'État, de la justice qui représente donc les intérêts du peuple, et donc il y a moyen d'influencer les affaires en cours. Alors les avocats de Trump en ont eu si peur qu'ils ont demandé un report du procès à avril 2026, soit 2 ans après les élections de 2024. Mais la procureure Fannie Willis ne compte pas lui laisser cette chance. Elle estime que le procès durera 4 mois et elle n'a pas l'intention de laisser traîner cette affaire.
Alors, comme quoi, tous les héros ne portent pas de cape, mais certains portent des robes. Exactement. Et alors, on peut dire quand même qu'elle s'en est pris plein la gueule de la part de Trump et de ses supporters, notamment en raison de sa couleur de peau, elle est noire, et de son histoire personnelle. Voilà. Alors, tout ceci ne fait pas les affaires de Trump, puisque, vous l'avez entendu, vous le savez, il espère remporter les primaires républicaines et ensuite l'élection présidentielle. Tout ceci, bien sûr, dans l'espoir d'éviter la prison. C'est quand même ça qui compte le plus pour lui. Alors bref, ces prochains mois ne manqueront pas de rebondissements et nous, on vous fera un petit débrief régulier quand l'actualité le voudra. Voilà, c'était un petit peu long, mais néanmoins, un bon petit récap. Merci Max. Bah oui, ça permet de se remettre dans le bain. On vous avait prévenu qu'on démarrait en trombe, donc j'espère que vous avez suivi parce qu'on va faire sans doute un retour assez régulier sur les suivis des affaires de Donald Trump. Et puis surtout qu'on va arriver aux élections en fin d'année 2024. De fin d'année 2000. Jésus. Dans un an, donc ça veut dire que effectivement, il y aura. Voilà, les primaires d'abord, et puis ensuite, on sera vraiment dans la campagne. Pour la saison 6. Et donc on va... non, mais déjà, d'ici l'été prochain, la campagne va quand même battre son plein. Avant les élections, on va avoir les primaires, effectivement. Ah, mon Dieu. Voilà, ça risque d'être intéressant. Je suis fatigué rien que d'y penser. Et alors, la saison 6, peut-être, sera aussi chargée d'émotions ou de nouvelles, puisque, en principe, en 2024... le Royaume-Uni devrait aussi avoir des élections. Et donc, tout ceci sera intéressant, notamment vis-à-vis de leur relation avec l'Union européenne. Donc, on retrouve un petit peu nos deux chevaux de l'année... des premières années du podcast. Hein. Alors Guillaume, on passe à la petite actu de Belgitude. Ah oui, alors là c'est une Belgitude qui démarre aussi en trombe, une Belgitude comme on ne sait les faire qu'en Belgique. On a fini l'année sur des histoires de guerre qui n'en finissent pas. Eh bien, qui sont d'ailleurs toujours pas finies. Qui sont toujours pas terminées. En même temps c'était l'été, il y a les congés du bâtiment les enfants. On va enchaîner sur notre nouvelle année avec nul autre que le Pipigate. Oui messieurs, dames, le Pipigate au sens de voilà, pipi quoi. Alors c'est comment vous expliquer ça, comment vous décrire ça? Vous imaginez-vous le ministre de la Justice belge, Vincent van Quickenborne, aka Quickie pour les intimes. Oui, ça commence déjà bien et ce n'est pas une blague belge. Ce monsieur est donc sous surveillance policière depuis un an et demi, quelque chose comme ça, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que la Belgique s'est engagée dans une lutte relativement tenace contre les narcotrafiquants, notamment dans les ports du nord du pays, et il s'est retrouvé plusieurs fois sous la menace d'être enlevé par des gens qui ne le voulaient pas trop de bien. Ce monsieur donc a une surveillance policière devant chez lui avec un fourgon de police. Vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir ? Eh bien, ce monsieur a fêté son anniversaire le 14 aut dernier. Ça ne vous éclaire pas beaucoup, normal. Comme tout un chacun, finalement, en Belgique, il faut savoir que les ministres ont leur propre résidence un peu partout où ils habitent. Il a bu un peu trop de bière, il a fait pipi dans son jardin, quoi, et son voisin l'a vu. Voilà, il y a eu beaucoup de monde chez lui et suite à c'est une soirée qui se transforme un peu en cauchemar pour lui puisque filmé par les caméras de surveillance au cours de cette soirée, plusieurs individus qui participaient, qui ont été invités, auraient, semble-t-il, utilisé le fourgon de police stationné devant chez lui pour se soulager. Le fourgon de police à ce moment-là vide, il n'y avait personne dedans. En tout cas, personne n'est sorti, ce qui est très rassurant quant à la protection du ministre. Enfin bref, c'est une autre question. Donc, la vidéosurveillance est sortie. Ça a commencé à faire un sacré petit scandale. Et puis, à un moment donné, on voit aussi le ministre lui-même sortir, pas uriner dans ce fameux combi de la police, et je suis très gêné par cette thématique, mais tout de même sortir avec un ami, et alors rentrer dans le combi où on fait rentrer pas trop quoi. Enfin bref, tout ceci est assez confus. Non, il a fait un petit peu comme ça. Oui, c'est ça, il y a une espèce de dance air guitare. Enfin bon bref, tout ceci est très confus, mais ça a pris des proportions telles qu'une commission parlementaire a été mise sur pied pour tirer les affaires au clair. Le ministre a été
convoqué devant cette commission. Les syndicats de police sont montés au créneau pour dire que c'était un manque de respect profond également pour leur travail et ce qu'ils avaient fait pour le ministre depuis le début. Bref, le ministre est toujours en place, mais on a hâte de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, les conclusions notamment de cette fameuse commission parlementaire qui devait quand même l'air d'avoir un peu quelque chose d'un peu absurde finalement, un peu surréaliste. On convoque un ministre pour avoir uriné ou avoir son témoignage pour semblant d'uriner ou d'avoir uriné vraiment sur un combi de la police. Sur son combi. Bref, voilà, c'est un point Belgique qui part en trombe, on va pas se mentir, qui arrive à... Ça part en cacahuète plutôt qu'en trombe. À un moment donné où c'était relativement... Oui, ça part en cacahuète. Où c'était relativement calme pour les politiques en Belgique. Ben voilà, il fallait quelque chose pour lancer la rentrée. La rentrée est lancée. Maintenant, on souhaite bon courage à Quickie et on vous tiendra au courant des avancées de ce Pipigate ou pas dans les semaines qui viennent. Non, mais on voit que la démocratie parlementaire en Belgique, elle est réactive, elle met en place des commissions d'enquête. Je t'assure qu'en France, il y en a aussi pas mal. Ouais, alors je suis pas sûr qu'une commission d'enquête pour un Pipigate, ça soit vraiment au cœur du truc. Eh bien écoute, merci et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. Pardon, je bâillais. Il faut dire qu'il est dimanche soir, il est 22h07, on n'a jamais enregistré un podcast aussi tard. Si, je crois qu'on a déjà enregistré un podcast aussi tard. Et il faut quand même dire que là, je pense qu'il doit faire à peu près 30 degrés dans notre maison à Bruxelles et on a chaud. On imagine que vous avez tout chaud. Et alors, ceux dont qu'on plaint le plus, c'est quand même les rugbyman qui sont en train de courir sur les terrains avec les projecteurs. Enfin, ça doit être absolument horrible. On peut saluer la victoire des Bleus sur la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Et oui. Et alors, petit retour sur notre été. Nous, on a fait, comme d'habitude, comme d'habitude, non, mais cet été, c'était un été 100% français. On a passé 5 semaines France, monsieur. Partiellement en télétravail, partiellement en vacances, en France, monsieur. Pas de voyage à l'étranger cette année, mais on était bien dans les différents endroits où on est allé. Max, tu veux commencer par ta découverte de cet été ? Oui. Il cherche, mais j'étais très fier de lui. Je te donne des indices. Oui, voilà. Bon, écoutez, effectivement, mon cher Guillaume, cet été, nous avons découvert, enfin surtout moi, du coup, Avignon et son festival que je ne connaissais pas, mais dont j'avais beaucoup entendu parler parce que ce festival est une petite pépite de Guillaume. D'habitude, il y va tout seul. Enfin, avec sa maman, mais sans moi. Et donc, cette année, on a fait usage... Tu une fois en 2019. C'est vrai. J'ai l'impression que c'était... Après, on avait prévu d'y retourner, mais Covid. Et donc, j'ai fait usage de mon droit au télétravail pour faire une petite semaine à Avignon, qui m'a permis, puisque c'était déjà le début de l'été, que les journées étaient un petit peu moins longues, et en s'organisant un petit peu, de faire quelques spectacles en soirée. Et donc, j'ai pu découvrir l'ambiance d'Avignon. Il faisait chaud, mais je crois qu'il faisait chaud aussi ici à Bruxelles. Donc, finalement, c'était pas... Après, il a plu pendant qu'on était en vacances en France où il faisait beau et chaud. Mais du coup, c'était assez chouette, effectivement, de découvrir Avignon et ses différents spectacles. C'est vraiment une ambiance très particulière. Et puis, il y a eu des trucs un peu pourris, mais il y a eu des trucs plutôt pas mal. Absolument, mais c'est le principe du Festival d'Avignon, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de choses dans la semaine. Et puis, on a nos coups de cœur, une petite liste de coups de cœur et puis des flops. Mais j'ai pris le parti de pas critiquer les choses que je n'avais pas forcément aimées, en tout cas pas publiquement, parce que je considère que pour les artistes qui font Avignon, le fait de faire Avignon, vraiment, c'est un investissement physique, mental, financier pour pas mal de compagnies. Et voilà, il faut aussi... savoir apprécier ça et apprécier que quand on achète quelque chose qui va me plaire à moi, va pas forcément plaire à mon voisin. Mais c'est une chouette expérience. Et effectivement, pendant nos vacances d'été en France, il a fait un temps en Belgique, ce qui nous a permis cette année de sauver nos plantes et de retrouver nos plantes dans une forme olympique en revenant. Ah ouais, là, c'est la première année qu'on retrouve un basilic qui est florissant en revenant quand même. Ouais. Autant dire qu'à la fin de l'année dernière, ça ressemblait un peu au Roi Lion.
La terrasse, c'était un peu la jungle. C'était sec, sec, sec. Là, cette année, c'était mouillé, mouillé, mouillé. Mais je dois dire que pour revenir à Avignon, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'endurance de ces comédiens qui, globalement, pendant la journée, font leur réclame dans les rues d'Avignon pour essayer d'avoir des spectateurs le soir, bah, surtout au début du festival, parce qu'après, le bouche à oreille commence à faire son usage. Voilà, et ensuite de les voir sur scène, c'est vraiment que c'est très particulier et très sympathique comme ambiance. Alors, notre petit tip, parce qu'il faut donner ces petits tips, c'est d'aller effectivement au début du festival, parce que même si c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas le bouche à oreille, à l'improviste, vous pouvez décider d'aller voir tel ou tel spectacle, et en général, au début du festival, vous avez encore des billets, alors que dès que le festival atteint son rythme de croisière mi-juillet, et bien là, il faut avoir réservé 2-3 jours avant, sinon c'est plus possible. Et je vous suggère très fortement d'aller justement au festival si vous le pouvez cette première semaine, parce que comme le dit Max, c'est plus calme. Et hommage aussi à ces artistes, certains non seulement ils font leur promo dans la journée et puis ils ont leur spectacle, et certains en ont même 2 dans la journée. Mais certains en ont même 2, voire 3. On a entendu une fois un artiste qui avait 3 spectacles dans la journée, 6 jours par semaine. Bref, quand même, gros respect. Voilà, puis après, on a fait nos petits tours habituels pour aller voir la famille, voilà, dans le sud de la France, dans le centre de la France. On a naturellement profité de très beaux paysages, de la bonne bouffe, voilà, on a passé des très bons moments. Et puis, cette année, on a fait un petit détour par la Bourgogne, un endroit qui nous est cher, entre le sud de la Bourgogne, le Beaujolais, voilà, des terres qui sont plutôt de mon côté, mais que Guillaume a aussi rapidement adopté. Mais oui, c'est beau la Bourgogne. Et ça nous a donné aussi l'occasion d'aller à Thésée, la communauté de Thésée, un endroit qu'on aime beaucoup. Bah oui, cette année, on a fait en Bourgogne ce qu'on a appelé une maison ouverte. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas dans notre dernier épisode de la saison précédente, mais c'était un projet qui nous tenait à cœur. C'était celui d'avoir cette maison pendant une dizaine de jours, d'être dans cette maison pendant une dizaine de jours. On a envoyé un mail à plein d'amis et de la famille. On a dit, on est là de telle date à telle date. Si jamais vous passez par là, si jamais vous voulez venir 2-3 jours, n'hésitez pas, faites-nous signe, on sera ravis de vous avoir à la maison. Et on a eu du monde quasiment toute la semaine, sauf les 2 derniers jours, mais je crois que c'était plutôt pas mal en fait, pour pouvoir se poser et ranger un peu. Bon, et si vous n'avez pas eu d'invitation et que ça vous dirait éventuellement de faire ça, mettez-nous un petit message et puis on vous met sur la liste pour l'année prochaine. On mettra sur la liste pour l'année prochaine. Oui, parce qu'on compte bien. Alors on verra si l'occasion se présente, mais l'année prochaine ou celle d'après, en tout cas, on compte bien faire ça tous les 2 ans au minimum, et puis peut-être tous les ans quand on peut. On aime bien vraiment avoir les amis et la famille qui passent. Alors voilà, on va passer à notre dernière rubrique, une rubrique découverte, on va dire. C'est une rubrique hybride en fait, un peu comme la voiture, non pas comme la voiture qu'on a pris, mais c'est une rubrique hybride entre finalement notre vie de couple, nos vacances d'été et puis un peu tech. En tout cas, on va vous parler d'une voiture qui démarre en trombe. Et oui, parce que cet été, nous n'avons pas voyagé comme les années précédentes. Nous avons voyagé de manière un petit peu différente. Vous vous souvenez, on vous l'avait dit, nous avons vendu notre voiture au printemps. Et donc cet été, nous avons fait notre voyage d'à peu près 3800 km en voiture électrique. Et donc ce n'était pas une Tesla, c'était une Polestar que nous avons loué ici à Bruxelles et que nous avons rendu à Bruxelles. Effectivement, une voiture électrique, tout de suite, on a la puissance immédiatement disponible, donc ça part en trombe, comme le nom de ce podcast. Et donc, voilà, c'était une expérience assez intéressante. On en avait déjà parlé. J'encourage ceux qui mettent le sujet sur la table à tester la voiture électrique, à passer la voiture électrique. Parfois, il y a des doutes en disant est-ce que c'est finalement faisable? Est-ce qu'on peut faire des longs trajets? Est-ce que c'est pas réservé juste à la ville? Alors Guillaume, finalement, 3800 km en voiture électrique, ça passe? Bah ouais, ça passe bien, écoute. On avait la chance d'avoir une voiture qui était quand même plutôt confortable. Et puis finalement, on s'habitue à ces pauses un peu plus
différemment chronométré. Nous, on a l'habitude de conduire de façon très, très safe. On s'arrête toutes les 2 heures, on change de conducteur. Là, c'était juste une question d'adapter, d'ajuster un peu ces pauses qui étaient elles aussi un peu plus longues. Pour vous dire, sur notre trajet Bruxelles-Avignon, qui est le plus long trajet qu'on ait fait en une traite, qui est un trajet de combien 9 heures, quelque chose comme ça, 8 heures. 946 km. Quasiment 1000 bornes, ouais. On a perdu, entre guillemets, 45 minutes par rapport à un trajet normal et des pauses de 20 minutes qu'on aurait fait dans tous les cas. Avec le fait de devoir charger un peu plus longtemps, mais on charge dans des endroits parfois. Donc là, on partait je sais plus quel jour, un jour. Du coup, samedi 8 juillet. Donc les choses, beaucoup de ces bornes sont dans des centres commerciaux. Oui, c'est ça, des centres commerciaux. C'était et on a pu s'arrêter pour acheter quelque chose à boire, quelque chose à manger. Donc c'était plutôt chouette finalement. Oui, et puis voilà, donc finalement, on voulait aussi, donc comme disait Guillaume, on a loué une voiture qui était sympathique. L'important, je pense, pour vous à savoir, c'est que une voiture électrique, aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de bornes, même si c'est vrai que même le loueur, en fait, était surpris qu'on en ait fait autant. Et c'est d'ailleurs souvent la réaction des gens. Ce qui est important dans une voiture électrique, si vous voulez faire des longs trajets, c'est d'avoir une voiture qui a suffisamment d'autonomie, mais surtout, et c'est peut-être là le plus important, qui a la capacité de recharger rapidement la batterie. Lorsqu'on voyage en voiture électrique, en réalité, on utilise la plage 10% à 80% de sa batterie parce qu'on met à peu près le même temps pour recharger entre 10 et 80 qu'entre 80 et 100. C'est comme sur votre téléphone portable. En général, ça prend un peu plus longtemps à la fin. Et donc, il est important que vous arriviez à avoir une vitesse de recharge entre ces 10% et ces 80% qui soit suffisamment rapide. C'est ça, en fait, le plus important. Et donc, nous, pour vous donner une petite idée, la recharge donc sur ces 7875 km, ça nous a coûté 258,18 €. Voilà, donc c'est pas très cher en fait par rapport à une voiture thermique. Et donc effectivement, voilà, ça nous aurait coûté au moins 2 fois plus si on avait eu une voiture à l'essence. Voilà, donc finalement, très bonne expérience. Surprise, une bonne expérience. Il y a quelques petits tips. Il faut utiliser quelques applications pour vous aider. Voilà, on peut notamment nommer l'application ABRP, Better Route Planner, qui fonctionne avec n'importe quelle voiture électrique et qui vous donne globalement la planification de votre voyage. C'est pas mal avant de partir. De regarder finalement où est-ce que vous pouvez vous recharger, parce que des bornes, il y en a beaucoup plus, et vraiment, il y en a quasiment partout, mais c'est quand même pas mal de regarder un petit peu. Et puis, une autre application que moi j'aime beaucoup, c'est Price Charge, qui vous permet de regarder quelle est la meilleure solution de paiement sur les différentes bornes sur lesquelles vous allez aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore toutes les bornes n'acceptent pas de payer directement avec une carte bancaire. Et donc, il faut utiliser ce qu'on appelle des applications ou des cartes d'opérateurs de recharge qui, en fait, permettent de payer simplement votre recharge. Et en fait, aujourd'hui, selon la borne où vous êtes et selon combien vous allez charger, c'est plus intéressant d'utiliser telle ou telle carte ou application. Et donc, voilà, cette appli-là, elle vous permet de vous dire quelle est la meilleure solution, celle qui est la moins coûteuse. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, vous pouvez avoir une carte qui marche partout. Une carte comme ça, c'est une carte aussi qu'on a utilisée, c'est la carte de Shell qui marche très bien et qui a globalement plutôt des bons prix. Voilà, ça c'est une carte qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour ce petit débrief de la voiture électrique. Et si ça vous intéresse, faites-nous signe, on pourra vous en dire plus. Merci Max. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 5 qui démarre naturellement en trombe. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs qui nous
poursuivent, qui continuent avec nous de saison en saison. Alors c'est le premier épisode, donc remettez les gaz, repartagez, rappelez aux gens qu'on est de retour, abonnez-vous, likez, tout ça, les pouces bleus, les pouces verts, les pouces jaunes, tout, les cœurs rouges sur Twitter, sur X. Et surtout, partagez. Vous nous entendrez jamais assez souvent le dire. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Oui, en particulier celui-là, il sera diffusé le lundi et pas le dimanche soir. Ne sautez pas trop vite de joie. En même temps, si vous l'écoutez, c'est que vous l'avez écouté à partir du lundi. Bref, en principe, c'est le lundi. Parfois, on le met en route le dimanche soir quand on a le temps. Mais en tout cas, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très vite pour de nouvelles tranches. Chaleur.